ou si on reste à 62 ans d'âge légal de départ à la retraite, la France va dans le mur. Mais faut être précis. Quand on regarde les comptes, le régime général donc des salariés du privé est parfaitement équilibré pour les 20-30 prochaines années. Et en fait, il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on fait cette réforme. C'est parce qu'en fait, on a des régimes spéciaux pour lesquels le gouvernement verse entre 8 et 10 milliards d'euros par an, et la retraite des fonctionnaires sur lesquels le gouvernement verse 30 à 40 milliards d'euros par an dans les 10-20 prochaines années. Et c'est pour ça que le compte est déséquilibré. Et en fait, c'est-à-dire, quand elle dit réforme juste, c'est pas totalement exact. En fait, ce qu'elle dit, la réforme est juste parce que, notamment, sous l'impulsion des Républicains, on a mis en place une retraite minimale. Mais en fait, la réforme, c'est demander aux salariés du privé un effort supplémentaire pour lesquels leur régime est déjà équilibré. Et en fait, ils doivent travailler plus pour sauver les retraites des régimes spéciaux, donc de la SNCF, de la RATP, etc., et des fonctionnaires. C'est ça la vérité. Et tant qu'on ne dit pas ce point-là, en fait, on est à côté. On ne comprend pas pourquoi est-ce que une grande partie des Français est contre cette réforme. Il y a un deuxième point qui est important, c'est pourquoi est-ce que les Français sont plutôt contre cette réforme alors 60% à peu près. 60%, alors que c'était beaucoup moins le cas quand Nicolas Sarkozy avait porté la réforme, alors que pourtant c'était beaucoup plus dur parce que c'était un changement de paradigme, alors que depuis François Mitterrand. D'une part, parce que le gouvernement était démagogique pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron avait expliqué en 2017 qu'il n'y avait pas besoin de changer l'âge de départ. Ça, c'est le premier élément. Et quand vous avez un gouvernement qui dit une chose, puis son contraire au bout de quelques temps, les Français se disent il y a un problème, donc pourquoi est-ce qu'il y a un changement de paradigme, sans pour autant expliquer qu'il y a une démographie qui est déclinante, que la crise sanitaire a alourdi nos comptes sociaux et le fait qu'on soit dans le rouge dans les prochaines années en raison du fait qu'il y a beaucoup moins de travailleurs que par le passé. Il y a un autre élément, c'est la politique d'Emmanuel Macron sur le quoi qu'il en coûte. À partir du moment où vous expliquez que vous versez de l'argent tout azimut, pendant 2 ans, vous dites on va sauver tous les commerces, on va sauver X, et dès que quelqu'un va faire une manifestation, la SNCF, on verse un chèque. Quand les médecins vont faire une manifestation, on verse un chèque aussi. Les Français se disent donc on va travailler tous de façon supplémentaire, alors que les gains réels de la réforme vont profiter non pas à tous les Français pour sauver notre régime, ce qui est tout à fait louable comme réforme, mais que certains vont s'accaparer le travail supplémentaire des Français. Et c'est ça le point essentiel, c'est qu'il y a un problème de confiance entre les Français et l'émetteur. Ce n'est pas la réforme qui est injuste et qui est impopulaire, c'est surtout le gouvernement qui est le mauvais émetteur pour porter cette réforme. Elisabeth Borne, simplement de faire comme les autres pays voisins, c'est ce qui se fait dans les autres pays européens, nos voisins. Au Japon, on travaille jusqu'à 70 ans. Oui, mais là c'est un autre point. Mais le point essentiel, c'est qu'il faut expliquer aux Français, alors qu'on leur a menti depuis une quarantaine d'années, qu'il faudra travailler plus longtemps. On leur a menti. En 81, Mitterrand fait passer de la retraite de 65 ans à 60 ans. Il ne faut pas oublier sur pourquoi est-ce qu'on met en place ce type de réforme. On le met en place avec le CNR, à la retraite à 60-65 ans, parce qu'on pensait que les gens allaient mourir 5 ans plus tard après leur retraite. Et donc là, maintenant, on met la retraite à 64 ans, mais il ne faut pas oublier que l'espérance de vie chez les hommes est de 84 ans et chez les femmes de 89 ans. Donc c'est-à-dire que même si on élargit... Pour la France ? Pour la France, oui. En tout cas, c'est plus de 80 ans. Je crois que c'est 79 chez les hommes pour la France. En tout cas, c'est 80 ans. C'est aux autres autour de 80. Donc, ça veut dire que quand on met en place ce type de réforme, par rapport, comme l'a dit Georges Fenech, avec l'allongement de l'espérance de vie, c'est-à-dire que les gens vont vivre en moyenne entre 15 et 20 ans après l'âge légal de départ à la retraite. Donc, c'est-à-dire qu'ils pourront profiter de la vie. Et quand vous prenez en plus du fait que les gens, comme maintenant, rentrent sur le marché du travail beaucoup plus tard, c'est-à-dire après des études supérieures d'environ 5 ans en moyenne, donc à partir de 23 ou 25 ans sur le marché du travail, au final, les gens travaillent en moyenne 40, 43 ans. Et au final, quand on fait ça, ça veut dire que sur la moitié de votre vie, vous travaillez à peu près que la moitié de votre vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très intéressant, mais qui n'est pas dit par Elisabeth Borne, c'est que la réforme des retraites, au-delà de la question du régime, c'est fait en sorte pour que la France travaille beaucoup plus, pour que la France redevienne un pays productif. Parce que la France, actuellement, n'est pas un pays productif. C'est un pays qui se rapproche plus des pays du Sud, donc des pays du Club Med, plutôt qu'un pays compétitif comme l'Allemagne ou comme les Pays-Bas. C'est-à-dire que si vous faites la réforme des retraites, techniquement, normalement, si vous mettez une bonne politique d'emploi des seniors, les gens travaillent plus longtemps, donc du coup, le PIB par tête augmente, donc la richesse produite par habitant augmente, et par conséquent, vous avez plus d'argent pour mettre de l'argent dans les hôpitaux, sur le système de justice, sur le système de police, etc. Je vais prendre un chiffre pour illustrer ça. Si la France avait le même taux d'emploi que l'Allemagne, actuellement, on serait en excédent budgétaire et on aurait 40 milliards d'euros en plus à mettre sur l'éducation, la police, la justice, la défense. Sur l'espérance de vie en 2022, pour un homme, soit à chaque fois ça a chopé et des millions de personnes dans les rues. Pourquoi ça devrait changer en 2023 ? Non, mais ça ne changera pas. Il y aura beaucoup de personnes dans les rues. Ensuite, après, la question, c'est est-ce qu'il faut prendre en compte la puissance et la mobilisation des rues pour changer ou pas un projet de loi. Moi, je pense qu'il faut réfléchir au nom de l'intérêt général sur est-ce que la réforme des retraites est utile pour le pays et pour les Français. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il faut la faire parce que je pense que le pays sera plus fort après la réforme des retraites
qu'avant la réforme des retraites. Et donc, par conséquent, si vous êtes sûr de votre idéal, vous êtes sûr de votre objectif, la rue, vous vous en foutez complètement. C'est ce qu'avait fait Sarkozy en 2010. Et heureusement qu'il l'avait fait, parce que sinon, le système de retraite par répartition serait déjà tombé depuis très longtemps. Ensuite, après, il y a un autre point, c'est le problème des grèves et des manifestations sous Emmanuel Macron. Les gens ont compris qu'avec Emmanuel Macron, il était dur sur la posture, il était très martial, il était très très dur, et puis au final, vous mettez 50 pélos devant l'Élysée, c'est ce qui s'est passé lors des Gilets jaunes, et puis à la fin, il lâche tout le temps. Et c'est ça la règle avec Emmanuel Macron. C'est ce qu'il a fait, exactement, lors du premier mandat. Exact. Et avec la réforme à points. La réforme à points, il a lâché. Il a lâché à ce moment-là, sous prétexte que la crise sanitaire était là, mais il a lâché. D'ailleurs, c'est plus du tout la même réforme qui nous est présentée. La dernière fois, il voulait aucun syndicat qui est pour l'augmentation de l'âge. De toute façon, de base, à chaque fois, il y a c'est-à-dire que moi, je pense que le point essentiel, c'est qu'en fait, le reste des sujets, la retraite minimale, etc., les gens, on peut discuter dessus. Mais pour travailler plus longtemps, de toute façon, tout le monde se raconte. Donc, il est obligé de passer en force. Et quitte à le faire, autant le faire le plus tôt possible pour écourter le temps de manifestation. Et puis après, ils peuvent dire aux gens, continuez à manifester, mais c'est pas mon problème. Et de toute façon, les gens vont se lasser parce que s'ils bloquent le pays, on n'a pas parlé de ça, mais s'ils bloquent le pays, s'ils bloquent les stations-service, c'est ce qui va se passer. On va parler des stations essence dans quelques instants, bien sûr. Que ce qui s'est passé comme aux Gilets jaunes, que les Français se retournent et se disent il faut soutenir le gouvernement parce qu'il y en a marre des bloqueurs, il y en a marre de la CGT qui n'arrête pas de couler le pays. Petite indication, c'est 60% de contre de Français. C'est normal parce que quand vous dites à quelqu'un est-ce que vous êtes prêt à travailler plus longtemps, spontanément, il dira non, je ne veux pas travailler plus longtemps. Mais finalement, comme il y a des Français qui pensent au-delà de leur propre cas, et heureusement qu'il y a des Français qui pensent au-delà de leur propre cas, qui pensent à l'intérêt général du pays, et ben c'est toujours la France éternelle, c'est ce que disait De Gaulle, la France qui se bat et la France qui a la volonté d'aller plus loin. Et ben il y a quand même des gens qui sont prêts à soutenir cette réforme. Et moi je pense que les manifestations de syndicats, etc., il ne faut pas exclure qu'ils se passent exactement comme lors des Gilets jaunes. C'est-à-dire que s'ils bloquent le pays, ils emmerdent les Français, ils les empêchent d'aller travailler, notamment avec le carburant, avec les transports en commun, etc. Et ben les Français se disent, il y en a marre de ces syndicats, ben on va soutenir le gouvernement, comme ça ils vont aller encore plus loin pour réduire les avantages des syndicats. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques semaines. La victime a beaucoup résisté, mais elle a ensuite été installée dans le coffre avec plusieurs armes, pas particulièrement violentes. Non, mais ce sont des scènes que l'on voit dans les films policiers, ça, Georges Fenech, normalement. Est-ce qu'on a connaissance des suites de l'enquête? Est-ce que cette personne a été retrouvée ou pas? Un jour, oui. Non, mais tout ça pour dire, William T, et après je conclurai avec Jean-Christophe Couvi, tout ça pour dire que la violence est partout, à chaque coin de rue désormais. Oui, non, mais on arrive à une société de plus en plus violente et surtout, les actes sont de plus en plus radicaux. Ça veut dire que vous n'êtes plus avec des personnes qui s'insultent uniquement dans un coin de la rue parce qu'ils n'arrivent pas à remplir leur véhicule dans une station essence. Ils en viennent directement aux mains, si ce n'est par cas, à l'arme blanche, etc. Voire plus, parfois, quand ils ont des armes à feu, ils sont armés dans les cas de deal et avec les images que vous montrez. Moi, je pense que ça montre quelque chose pour faire le lien entre tous les débats. Même avec la question des retraites. C'est-à-dire que l'État français est devenu obèse sur le plan social et très faible sur le plan régalien. C'est-à-dire que les principaux budgets et les principales dépenses qu'on met, c'est uniquement pour faire du social, et on voit bien que ça traduit l'échec idéologique d'une pensée depuis 1980 et l'échec de la pensée 68arde. Ça vient d'une logique qui était, si par cas, la criminalité est en lien avec les origines sociales, et si vous êtes pauvre globalement, c'est à peu près la culture de l'excuse qu'on a mis en place. C'est-à-dire que dans certains quartiers, on a dit il ne faut pas armer la police, il ne faut pas mettre beaucoup plus de présence policière, parce que la police est une présence, c'est une micro-agression pour eux, ça insulte les habitants. Et au final, on remarque bien que finalement, on est en train de changer complètement de logique, et il faut imaginer sur quelle logique on doit partir. Moi, je pense que la police nationale doit se concentrer sur les missions essentielles de l'État et les grands objectifs qu'on a. Lutte contre le trafic de drogue, lutte contre les grandes enquêtes, etc. Et que la police municipale est là en complément pour soulager la police municipale d'une partie de la question de la présence, parce que la police nationale ne peut pas faire de la présence policière partout, et ça pose une question, du coup, qui est essentielle. C'est est-ce qu'il ne faut pas créer une compétence spécifique de sécurité pour les maires, pour que les maires qui n'agissent pas en faveur de la sécurité soient responsables en vue des élections municipales, parce que vous avez des maires à Lyon, à Paris, etc., qui sont anti-police et anti-justice. On est très très loin du compte. Qui est à l'origine tout de même de cette demande d'expulsion. Même si c'est la Belgique. Allez, on va essayer d'être nuancé. C'est positif parce qu'il a réussi en fait à expulser, c'est le premier point. Mais par contre, ça démontre quand même l'impuissance de l'État en termes de politique migratoire. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par la Belgique pour expulser un imam, et ça démontre en fait toutes les failles qu'on a et tout le carcan administratif et législatif, voire même de traités européens, qui nous empêchent de traiter et redevenir maître de notre politique migratoire.
Premièrement, en fait, avec le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, on a des accords bilatéraux qui les conduisent notamment à avoir beaucoup de laissez-passer consulaires et beaucoup de titres de séjour qui les permettent de venir en France assez facilement. Et nous, ça nous empêche par conséquent de les expulser assez facilement. Deuxième point, ça montre aussi qu'on a du mal en termes d'OQTF. Quand vous avez moins de 10% des OQTF qui sont exécutés, c'est qu'il y a un véritable problème. Troisième point que je vois essentiel, c'est on voit bien que notamment la France est main liée vis-à-vis de la politique migratoire parce qu'on voit que la CEDH, les différents traités internationaux et les juges nous empêchent d'agir librement sur la question de la politique migratoire et qu'on est obligé de passer par un passe-passe pour enfin l'expulser alors que normalement, quelqu'un comme ça n'aurait jamais dû être en France. Que va-t-il se passer pour lui ? On ne sait pas évidemment, mais que ça peut aussi favoriser le complotisme, beaucoup de choses de ce type-là pour faire circuler des informations parfois assez spécieuses, mais qui sont extrêmement dangereuses, William. Ouais. Non, mais de toute façon, quand on regarde, chacun a un smartphone, vous avez une appli sur temps d'écran et temps que vous avez passé sur l'écran. Vous verrez que tous les jeunes passent essentiellement leur temps, principalement sur les réseaux sociaux et sur YouTube principalement. Ouais. Et YouTube peut être considéré comme un réseau social également. Donc ça veut dire que de toute façon, ce phénomène ne va pas changer. Et à chaque fois, vous avez à peu près le même phénomène. C'est-à-dire dès que vous avez un nouveau réseau social à la mode, les jeunes vont passer, de la prochaine génération, vont passer à un nouveau réseau social. Moi, mon réseau social de référence, au départ, c'était Facebook. Les gens ensuite après sont passés à Twitter, puis ensuite après à Snapchat, puis ensuite après à Instagram, puis ensuite à TikTok. Et il y aura un nouveau réseau social et les nouveaux jeunes, encore plus jeunes, vont passer à ce nouveau réseau social. Il y en a certains qui parlent de OnlyFans. Donc chacun va le faire. Ce phénomène ne va pas changer. Les points essentiels, c'est comment on fait pour faire en sorte que les jeunes qui vont dessus puissent avoir le bagage intellectuel pour pouvoir affronter les fake news. Et je pense que notre sujet essentiel, ce n'est pas le problème des réseaux sociaux, parce que de toute façon, il y aura toujours des réseaux sociaux, c'est que notre éducation nationale n'est pas capable de former des jeunes pour qu'ils savent comprendre ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, parce que notre éducation est très faible, et notamment du fait qu'au lieu de passer les enseignements fondamentaux, ils font les activités périscolaires ou je ne sais quoi. C'est le premier élément important. Le deuxième élément qui est très important, c'est le fait que les jeunes soient endoctrinés par des ayatollahs et des malades mentaux. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est le phénomène essentiel. Les influenceurs ? Des influenceurs qui sont complètement néfastes. C'est-à-dire que vous avez des influenceurs qui utilisent les réseaux sociaux pour se faire de l'argent et qui utilisent la naïveté des jeunes pour en fait les utiliser comme produits commerciaux et se faire des recettes. Et il y a un autre point, moi je trouve qui est intéressant aussi, ces influenceurs, c'est ceux qui l'utilisent à des fins politiques. Notamment, moi j'ai beaucoup d'étudiants qui sont dans les grandes écoles qui m'expliquent qu'il y a beaucoup de gens qui sont ayatollahs verts qui débarquent pour dire surtout il faut lutter contre le nucléaire, il faut lutter contre toutes les choses et qui oblige en fait, en mettant la pression sur les réseaux sociaux, en mettant la pression sur les jeunes, en disant si tu vas faire tel job, ils sont excommuniés de la société et donc aucun jeune ne veut ne pas avoir d'amis à l'école au sein de communautés et donc du coup sont obligés de se plier auprès des exigences de minorités qui sont très actives. Et ça peut provoquer des drames aussi. Ça provoque de vrais dangers. Il y a quand même des grands tarés, des grands malades maintenant. Et je pense qu'il y aura une régulation à faire sur la question des influenceurs, mais le point pour que les jeunes soient affrontés, parce que de toute façon ils utiliseront les réseaux sociaux, on ne l'interdira pas. Il faut renforcer notre éducation nationale pour qu'ils arrivent armés, en capacité de comprendre et de leur faire leur propre avis de citoyens illuminés pour savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Oui, c'est des lois, évidemment. Tu abordes un bon point, là, il y a un nouveau réseau social qui vient de sortir, on m'a raconté ça il y a 2 semaines, qui s'appelle OnlyFans, où des filles font des photos plus ou moins dénudées pour gagner de l'argent, et il y en a certaines qui gagnent entre 5 et 10 000 euros par mois comme ça. Ah oui, bah oui. Ah non, mais il faut comprendre, les gens peuvent chercher. Fait, là. Les gens pour chercher, ça s'appelle OnlyFans. Ça s'appelle OnlyFans. On m'a raconté ça il y a 2 semaines quand il y avait un débat là, sur les influenceurs avec, en l'occurrence, un artiste connu qui luttait contre les influenceurs. Et il n'y a aucun contrôle, c'est-à-dire que les gouvernements n'interdisent pas ce genre de choses. En fait, les gens s'abonnent à un compte. Donc du coup, vous payez la personne en question pour voir ses photos et la personne est incitée, pour avoir plus d'abonnés, à mettre des photos de plus en plus radicales et de plus en plus dénudées. Et c'est comme ça que des femmes gagnent beaucoup d'argent. Et moi, on m'a raconté, donc j'ai vu un article dessus. Depuis Dubaï. Des femmes gagnent entre 5 000 et 10 000 euros par mois comme ça. Et ensuite, après, il faudra expliquer à ces jeunes femmes qu'il faudra travailler plus longtemps avec un métier pour payer la réforme des retraites. Ça va être très compliqué. À d'autres produits, à d'autres fruits, à tous les produits inhérents à l'agriculture. De toute façon, tous les produits qui ont besoin et qui font face à une augmentation des coûts de production, soit par le coût du travail, soit par le coût de l'énergie, soit par l'inflation, etc., vont faire face au même sujet. Et petit à petit, on va se poser la question si la France ne sera pas complètement un pays du Club Med. Parce que si vous travaillez moins, vous vivez que du tourisme, que vous n'avez aucune production au niveau local, vous êtes un pays du Club Med. Voilà, vous ne produisez rien et c'est ce qu'on est en train de devenir petit à petit. Moi, je pense qu'il faut changer de logique très rapidement. Il faut combattre l'inflation en changeant de logique économique, en produisant davantage. Même si c'est à perte au début, il faut produire davantage parce qu'une fois qu'on mettra plus de produits en circulation, le coût des produits vont baisser et à la fin, ce sera rentable au début. Et c'est ça la logique qu'on doit comprendre. Il y a une logique de long terme au niveau économique
économique. À court terme, ce ne sera pas rentable. Ça, je suis d'accord pour la plupart des activités. Par contre, la question essentielle à se poser, c'est est-ce qu'à long terme, la perte des boulangers, la perte des producteurs agricoles, la perte des hauts fourneaux qu'on est en train de fermer avec les conseils d'Agnès Pannier-Runacher et d'Elisabeth Borne qui sont fantastiques, la sobriété énergétique, on ferme petit à petit toutes les industries pour les questions de sobriété énergétique. À la fin, est-ce que toutes ces activités ne vont pas créer plus de chômage, qui vont conduire à augmenter nos dépenses d'assurance chômage, qui vont nous coûter plus cher que ce qu'on aurait payé si par cas on était sorti du marché européen de l'électricité et si on était sauvé les petits producteurs, les petits agents économiques pour leur maintenir un niveau d'activité pendant 6 mois, le temps que la Chine remette en place leur production économique et fasse baisser l'inflation. C'est une question que je pose. En tout cas, je pense que beaucoup de personnes se posent la question sur pourquoi est-ce qu'on a sorti autant d'argent sur des choses qui n'étaient pas essentielles, pour reprendre les mots du gouvernement, alors qu'on ne sauve pas les choses qui sont essentielles pour nous, c'est-à-dire nos petits commerces, les emplois des Français.